Précédemment, dans Massilia Shit System. Les policiers se sont rendus compte, quand ils l'ont libéré, qu'il avait été brûlé au chalumeau au niveau des testicules. Ce jeune-là, qui avait à peine 15 ans à l'époque, me racontait qu'il était obligé de lui mettre des coups de batte de baseball. Qui l'a tué? Est-ce que c'est des Marseillais? Est-ce que c'est des Corses? Est-ce que c'est... Bon, ça, on le saura jamais. Voilà, et comprenez que on est plus armé, on est plus fou et on est plus déterminé que vous. En gros, le message, c'est ça, c'est pas autre chose. Course-poursuite dans les cités, la BST fait la chasse aux dealers, la traque au trafic. Romain, à plusieurs reprises, pour comprendre le travail des policiers sur le front de la lutte contre les trafics de stupéfiants, tu as suivi la brigade spécialisée de terrain, appelée plus simplement la BST. Quel est le but de cette brigade? Leur but à eux, c'est vraiment de faire du saut dessus, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'enquêtes, ils patrouillent, ils fouinent, ils chassent, hein, c'est vraiment des vrais chasseurs, et à un moment donné, ils tapent. Ils ont aussi des infos, évidemment, hein, ils ont, comme tout bon flic, des indices, ils ont des infos et ils savent tel jour qu'il va falloir taper sur telle cité, et que le vendeur il va être à tel endroit, que potentiellement il peut y avoir une livraison de cam, etc. Bon, voilà, l'idée, eux, c'est vraiment de faire du saut dessus. Est-ce qu'ils font d'autres missions que le flagrant délit? Ils essaient de monter en gamme aussi ces derniers mois, ils essaient aussi de faire un peu plus d'enquête, d'aller en effet interpeller un ravitailleur, quelqu'un qui va faire sortir un peu de l'argent de la cité, voilà, juste le niveau un petit peu au-dessus, mais c'est pas leur rôle. Leur rôle, eux, c'est vraiment de déstabiliser et de mettre un peu en insécurité ces réseaux qui parfois ont tendance à prendre un peu la confiance, entre guillemets, comme ils disent les policiers, ces réseaux prennent un peu la confiance et se croient un peu intouchables. Là, eux, leur but, c'est vraiment de les piquer régulièrement. Qui sont ces policiers? J'imagine qu'on n'intègre pas la BST par hasard. Ah non, c'est vraiment un profil tout particulier, hein, parce qu'ils ont pas des salaires mirobolants, hein, ils doivent gagner aux alentours des 2000, 2500 euros grand max. Bon, c'est pas des petits salaires, mais ça reste, pour l'investissement qui est le leur, ça reste des salaires pas délirants. C'est beaucoup d'horaires, c'est des risques aussi, il y a des interpellations compliquées. Comment sont-ils vus par les trafiquants, du moins par les petites mains du trafic comme les guetteurs? Moi, de ce que j'ai pu voir, il y a même une espèce alors j'irai pas jusqu'à dire de la tendresse, hein, mais une espèce de jeu presque amical, de jeu du chat et la souris, tu nous as bien eu, ils se connaissent tous, ils leur ont donné à tous des surnoms, on les connaît tous, il y a Petit Seb, il y a Nesbill, voilà, ils leur ont tous donné des surnoms, et voilà, on sent qu'il y a un respect, là aussi c'est un grand mot, mais quand même un respect du travail de l'autre en tout cas. Voilà, les dealers, moi pour avoir parlé avec eux, respectent cette équipe-là, notamment que j'ai suivie, parce que ils se rendent bien compte qu'ils font un travail de folie et que parfois ils les mettent à l'amende, quoi. Un travail qui paye. Lors d'une patrouille, des policiers de la BST t'ont raconté une anecdote. Oui, en fait, très rapidement, quand la BST a été mise en place en 2012, seulement 1 an ou 2 après, ils ont commencé à voir éclore sur les murs des différentes cités des fuck la BST. Avant, on connaît bien, c'était Nick la BAC, et comme la BST a remplacé la BAC, maintenant c'est fuck la BST. Alors pour eux, c'est une espèce de trophée finalement, parce que ça prouve bien que ils les embêtent entre guillemets au quotidien, ils les déstabilisent, et que c'est un peu du poil à gratter dans leur quotidien, et c'est vraiment leur rôle à eux. Un travail de terrain, un travail du quotidien qui s'inscrit dans une politique plus globale contre le trafic de stupéfiants. Romain, c'est quoi aujourd'hui la doctrine de la préfecture de police? Alors en fait, en 10 ans, la doctrine dans les Bouches-du-Rhône a beaucoup évolué. Elle est partie en 2012, l'approche globale, qui était une approche qui avait été adoptée suite à un conseil interministériel, une année vraiment où la ville était à feu à sang, et le gouvernement avait estimé que lutter contre les stupes à Marseille était une priorité nationale. C'était ce qu'avait dit le Premier ministre Ayrault à l'époque. Je le dis ici devant vous, les moyens qui vont être mis à disposition et qui vont arriver sont là pour renforcer, mesdames et messieurs, votre travail. Les zones de sécurité prioritaires avaient été mises en place, et notamment à la PJ avaient été créés des groupes narco-banditisme, puisque la PJ jusque-là traitait plutôt du banditisme corso-marseillais, faisait évidemment du trafic de cité, mais là en 2012 ils ont vraiment pris la mesure de l'ampleur de ce réseau et se sont vraiment mis sur ça. Concrètement, c'est quoi l'approche globale? L'idée, c'était en 5 phases de 1, interpeller, donc démanteler au terme d'une enquête un peu longue, 12, 18,
18-24 mois de la PJ, démanteler un réseau en entier, installer les CRS pendant 3, 4, 5 semaines, c'est-à-dire vraiment asphyxie totale du réseau, puisqu'évidemment les consommateurs ne venaient plus de peur d'être interpellés, donc forcément le réseau ne gagne plus rien, et donc il est asphyxié. Ensuite une phase sociale, disons, une phase d'amélioration du cadre de vie, mais qui était parallèle à une phase sociale. Donc là l'idée c'était d'évacuer des épaves, des sommiers qui bloquent les ascenseurs ou les cages d'escalier, fait vraiment faire le ménage entre guillemets. Et en parallèle une phase sociale qui était la remise en place d'un certain nombre d'associations, la mise en place de chantiers d'insertion pour des jeunes, histoire que de leur montrer qu'il y a autre chose que le trafic de stupes, et justement d'essayer de détourner un certain nombre de ces minots qui sont un peu oisifs de ces réseaux. Et ensuite il y avait une espèce de service après-vente, c'est-à-dire que quelques semaines plus tard les CRS revenaient à nouveau, 1, 2, 3 semaines, réasphyxiés à nouveau. En parallèle de l'évolution de la doctrine dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, la police judiciaire a également changé ses méthodes. On parle d'un pilotage renforcé. En fait, oui, l'approche globale a duré à peu près de 2012 à 2015. Et en fait, elle est un peu morte de sa belle mort, entre guillemets, dans le sens où la phase sociale avait pas mal de plomb dans l'aile, avec des manques de financement, avec une préfecture à l'égalité des chances qui visiblement mettait plus vraiment le paquet sur justement la remise en place d'associations, etc. Bon, du coup cette approche globale elle est un peu tombée à l'eau et elle a été rapidement remplacée par une approche qui est plus sécuritaire en fait, malheureusement, puisque la solution n'est pas que là, qui s'appelle le pilotage renforcé et qui est un vrai changement c'est une vraie révolution en fait, c'est une vraie révolution dans la façon de bosser ensemble entre services luttant contre les trafics de stupes, puisque désormais les services, que ce soit les BST qui sont vraiment sur le terrain et sur le petit niveau de trafic, jusqu'à l'office anti-stupéfiant qui gère lui les grands trafics et les trafics internationaux, partagent toutes leurs infos. C'est-à-dire qu'il y a une réunion désormais hebdomadaire qui fait que tout le monde pose sur la table les infos qu'il a, tout ce que les tontons entre guillemets leur remontent. Ils mettent sur la table, ils priorisent quel réseau on tape, qui les tape, quand on les tape, quand la PJ dit nous on est sur tel réseau, la BST calme un peu le jeu pour pas les trop déstabiliser, pour que les surveillances de la PJ puissent se faire tranquillement. Ce partage d'infos n'avait pas lieu avant. Ça peut paraître un petit peu surnaturel le fait que ça soit pas le cas, que c'était pas le cas avant 2015, mais en tout cas c'est un fait. Les choses ont été posées comme ça, et Marseille encore une fois a fait office de bon élève, puisque cette pratique désormais a été déclinée à travers toute la France, dans les grandes métropoles, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, où il y a aussi pas mal de trafic en ce moment. Maintenant ça se passe partout comme ça. En termes de résultats, est-ce qu'on arrive à mesurer le travail de la police judiciaire et comment ? Alors les résultats, on ne peut les mesurer que par le nombre de mises en cause interpellées, écrouées, par les saisies qui sont énormes. Les saisies, c'est des tonnes de cannabis chaque année, c'est des centaines de kilos de coke, et en termes d'interpellés, d'écroués, c'est aussi, je crois que sur les 5 ans, les 5 dernières années de 2015 à 2020, on était sur 2500 ou 3000 suspects écroués pour trafic de stupes. Et pour les élucidations, notamment les enquêtes sur les règlements de compte, quels sont les résultats de la police judiciaire ? Oui, le pendant de ces résultats sur le trafic de stupes, avec les mises en cause, les saisies, etc., c'est évidemment l'action de la police judiciaire sur les actions de règlement de compte, alors soit en amont, soit en aval. Le fait est que la police judiciaire a vraiment est vraiment monté en gamme ces dernières années, avec un taux d'élucidation qui est à 50%, c'est-à-dire un règlement de compte sur 2 élucidé. C'est quand même assez énorme, dans le sens où les tueurs prennent énormément de précautions. La plupart du temps ce sont des vrais professionnels, avec des gants, avec du scotch entouré aux poignets, aux chevilles, avec des cagoules, avec un soin particulier apporté au fait de ne pas perdre de cheveux, de poils, de moindre ADN, le fait de brûler les voitures derrière, de brûler les armes, d'avoir en amont des rendez-vous conspiratifs hyper organisés, hyper secrets. L'APJ quand même arrive à être extrêmement bien placée. Ça, c'est le travail proactif, comme ils appellent ça, depuis 5, 6, 7 ans, qui fait qu'aujourd'hui la BRI notamment, donc la brigade de recherche et d'intervention, est très régulièrement en fait au cul entre guillemets de certaines bandes, et en vient même à pouvoir faire des flags assez incroyables, dignes de là aussi, autant des règlements de compte sont dignes de films, autant là certains flags sont aussi dignes de fiction. Un exemple récent d'une intervention a permis de déjouer un projet
projet de règlement de compte. Encore récemment, sur une fusillade à Bassens, les flics de la BRI étaient si proches en fait de l'action qu'ils ont réussi à interpeller les protagonistes du commando à Gignac. Quelques semaines après, c'était le même genre d'opération intimidation qui était pratiquée au Charel, une cité d'Aubagne, et là les types avaient été interpellés dans un hôtel du 4e arrondissement. Enfin, c'est énorme, on se rend pas compte, il faut pas banaliser, autant il faut pas banaliser le niveau de perfectionnement des réseaux de stupes, autant il faut pas banaliser le niveau aujourd'hui qu'on a à Marseille, dans la police marseillaise, dans la police judiciaire notamment, et notamment à la BRI, parce qu'ils prennent des risques absolument monstres. Je veux dire, les types qu'ils arrêtent n'ont aucun problème à leur tirer dessus, et si demain ils pouvaient en tuer plusieurs, ça leur poserait aucun problème, hein. Ça c'est vraiment pas du tout un souci. Donc ces types-là prennent énormément de risques, sont extrêmement bien placés, et donc ça permet aussi de déjouer des règlements de compte. Le directeur de la PJ, Eric Arella, me disait encore récemment que sur les 5 dernières années, ce sont 26 règlements de compte qui ont été déjoués, donc autant de vies sauvées. Comment on arrive à anticiper un règlement de compte ? Pour anticiper un règlement de compte, c'est tout simplement le travail de filoche, comme ils disent, de filature, de surveillance, d'écoute téléphonique, qui font qu'à un moment donné, on sent que ça monte, que des types se parlent, se voient, qu'on a un manège autour d'une voiture, dans la pénombre, dans une petite rue. Alors parfois c'est l'appel de riverains, hein, qui font que la BAC aussi, la BAC Nord notamment, régulièrement déjoue des actions comme ça. Enfin en tout cas, ce qu'on peut estimer être des projets, puisque quand les types après filent en courant, ils retrouvent dans la voiture 3-4 Kalachnikov, des cagoules. Bon, en général, c'est pas pour aller faire un golf. Donc l'idée, c'est que régulièrement, il y a des actions comme ça qui sont déjouées par le flair de policiers, par le civisme aussi de certains riverains qui ont le courage et l'instinct d'appeler la police. Et donc entre ces riverains qui parfois sont attentifs, la BAC qui est réactive et la BRI qui est souvent de la PJ qui est hyper bien placée, quelques vies sont sauvées, régulièrement. D'importantes saisies, un taux d'élucidation de près de 50%, et pourtant, les réseaux ne disparaissent pas. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les policiers marseillais ? Alors, les résultats sont énormes, mais le fait est que aucun réseau n'a disparu. Ça, vraiment, même les hauts gradés, désormais, n'ont plus peur de le dire. Les réseaux ne disparaissent pas. Donc on leur fait mal, les policiers leur font mal, les déstabilisent, les démantèlent en partie, mais en fait, encore une fois, ils vident l'océan à la petite cuillère. Donc eux, c'est en ça que la réponse sécuritaire ne peut pas être suffisante. Eux font un travail exceptionnel, l'engagement est exceptionnel, ça moi je le vois au quotidien, on peut pas dire le contraire. Mais on se demande en fait à quoi ça sert concrètement. Raison pour laquelle la petite musique de la légalisation revient sur la table. Des médecins, des politiques plaident pour cette mesure, à l'image du candidat écologiste pour les présidentielles, Yannick Jadot, qui le disait sur France Info. Quand vous faites de la légalisation, vous contrôlez la production, vous contrôlez la vente. C'est important d'avoir ce débat. Romain, au sujet de la dépénalisation, voire la légalisation, qu'en disent les flics de terrain ? La plupart des gens, des policiers, évidemment, la plupart sont plutôt contre. Et moi, pour en avoir parlé récemment avec quelqu'un d'assez impliqué dans le réseau, il me disait très honnêtement, même s'il légalise, nous on va être impacté à 15, 20, 25%. Parce que concrètement, le cannabis que l'État va pouvoir commercialialiser, c'est-à-dire avec vraiment un tampon État français, ça sera un cannabis avec un taux de THC de 4, 5, 6%. Ça, on peut pas aller plus. Je veux dire, en termes de santé publique, on peut pas se permettre de vendre légalement un cannabis avec un taux de THC énorme. C'est quoi la THC ? La THC, c'est la molécule qui est dans le cannabis et qui est le psychotrope en fait. C'est la molécule active. C'est ce qui rend stone tout simplement. Et actuellement, dans certaines cités marseillaises, des saisies ont montré que on a un cannabis extrêmement fort à 24, 25, 28%. C'est absolument énorme. C'est de la frappe comme ils disent dans les réseaux. Et donc ce cannabis-là, forcément, il continuera à être vendu parce qu'il y aura des clients. En fait, le problème c'est ça, c'est qu'il y a énormément de clients. Il y a énormément de demandes et donc il y a une offre énorme parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc fatalement, peut-être que le trafic sera impacté en effet à 10, 15, 20% des bobos du centre-ville, du sud de la ville qui préfèrent soit se faire livrer, soit iront au petit coffee shop du coin, un peu stylé, ils iront acheter leur cannabis. Mais sauf que les gens qui ont besoin, soit pour s'éclater, soit médicalement et psychologiquement de trucs qui vraiment frappent fort,
continueront à aller dans les cités ou à se faire livrer des stupes venant des cités. Et puis il y a la coke. La cocaïne, c'est pas parce qu'on va légaliser une partie du cannabis que demain on va se mettre à légaliser la cocaïne. Et la cocaïne aujourd'hui, c'est 15, 20, 25% du trafic à Marseille. Donc, et c'est surtout la cocaïne financièrement le plus intéressant. C'est là qu'on fait la meilleure culbute financière en coupant la drogue. C'est là vraiment entre le prix d'achat et le prix de revente qu'on fait la meilleure culbute. Donc clairement, moi, mon avis personnel qui n'importe pas, mais en tout cas mon avis personnel qui s'est forgé au fil des années en interrogeant et des dealers, et des flics, et des magistrats, et des spécialistes, c'est que ça impactera forcément le réseau, mais pas au point de le mettre à terre. Ça, la guerre, elle est perdue d'avance et tout le monde le sait.